Il y a un autre événement qui se passe à une école publique qu'on doit démolir sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. Je suis reparti là-bas, j'ai fait même style de reportage, on a passé ça à la même heure. C'est comme ça qu'on adopte donc définitivement que bon, on va créer une rubrique grand reportage au journal. Bon, on va animer avec d'autres journalistes, mais que je sois l'animateur principal. Ouais. C'est ce qui se passe. Et puis on a un monsieur qui passe le temps à nous attaquer sur la toile, J-Point. Ouais. Qui nous parle, qui insulte notre patron et tout. Bon, je vais voir le rédacteur chef. Je lui dis, mais il faut quand même qu'on se défende. Ouais. Il me dit, mais comment on va faire? Comment? Je lui dis, moi j'ai une idée. Il me dit, quoi? Je lui dis, bon, donne-moi un cadreur. Je connais le village du monsieur là. Je veux aller là-bas. C'est comme ça que je suis allé dans son village. J'ai vu des gens, on a interviewé. Et puis, je suis venu faire le reportage. C'était vraiment les membres de sa famille quand même? Oui, c'est des membres de sa famille. Bon, puis je suis allé. Les chants d'oiseaux, à la mélodie toujours triste, traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial, coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombong, qui avait promis rebâtir ces cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement. Par là, moins qu'il agisse plus. Là, il a laissé toutes les maisons-ci. Vraiment, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il s'est fait appeler dans son village, ne jouait jamais au jeu viril comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux d'une dorchi ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne le gère même pas. Déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. Il y a quand même une maison, maman. Une maison conçue. À Yaoundé. Zéro baboule ici. Sa mère, voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngonombong ne devienne pas gay. Merci. Tu as quoi ici là? Rien. Je peux dire que peut-être depuis de son enfance, il était un peu insolent. Un peu insolent. Oui. C'est tout. Il est comme une femme. C'est tout, comme une femme. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. L'arbre a tombé dans la maison. C'est cassé là-bas. Il reste seulement une chambre ici. Toute la maison que vous voyez, la maison de leur père. Rébellion aussi, lorsqu'il décida de contredire publiquement un grand-père patriarche du village, qu'il se fâcha à plusieurs reprises et finit par le maudire, il était âgé seulement de 13 ans. Rémi Ngonombong, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village, cette vieille chaussure restait posée ici qu'il amenait régulièrement au champ. Lui qui avait promis qu'il reviendra ici en 2017, nous sommes en 2021, les années passent, la famille l'attend, ses vieilles chaussures l'attendent, Rémi Ngonombong n'est toujours pas revenu. Tout petit, certains de ses frères que nous avons rencontrés redoutaient déjà pour lui un destin à la Bruce Jenner, ce champion olympique devenu Kathleen Jenner par la force de la technologie. Zéro comme un homme qui s'est pris comme un morceau de bois qui, à force d'avoir passé beaucoup de temps dans l'eau, a fini par croire qu'il deviendrait un crocodile. Membre de sa famille. Bon, après, je suis allé là-bas. Et lundi, j'étais le 19 avril. Je ne peux pas oublier une telle date parce que ça fait boum partout. Et puis, j'ai fait le reportage que beaucoup de gens ont regardé sur Rémi Ngono. Et puis, ça fait un tollé partout. Et le lendemain, le grand patron qui m'avait jamais appelé, qui m'a appelé, m'a dit, mais qui t'a donné une telle inspiration?
Je dis, ah, bon, c'est venu comme ça. Il me dit, mais non. Mais on est là, donc ce gars nous attaque depuis, personne n'a jamais rien fait. Ouais. Après, il me dit, bon, je lui dis que, bon, là, président, c'est compliqué pour moi de travailler en même temps à la radio et à la télévision. Il me dit, non, c'est même ça, c'est pas un problème. À partir de là où tu es placé, là, tu n'es même plus à la radio. Tu vas directement à la télé. Du bruit pour lui. Voilà, je me suis directement retrouvé à la télévision à partir de ce reportage qui a été abondamment commenté, viral, et puis voilà. Et c'est donc, il y avait déjà l'idée de grand reportage. Donc au début, vraiment, c'était le grand reportage. On allait dans des endroits et tout. Et puis, un jour, j'ai dit au REC que, bon, moi, je suis quelqu'un de taquin. Et je suis quelqu'un qui aime vraiment là où ça chauffe. Donc, je pense qu'on doit améliorer le style, le reportage là. On peut mettre d'autres choses. Il faut toujours m'envoyer là où il y a les problèmes. Moi, je n'aime pas les choses là où tout va bien là. Voilà. Donc, c'est comme ça. Puisque j'avais déjà fait quelques preuves avec Rémi Ngorno, il a dit non, il n'y a pas de souci. Si tu as un thème où tu as, là où il y a... J'ai donc commencé à trouver des trucs. J'ai fait des routes, j'ai fait des reportages vraiment... dans un style satirique où je faisais vraiment bon. Ça a commencé à prendre, même dans la maison, c'était pas évident. Même à Vision 4, beaucoup de gens disaient mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, c'est quoi? C'est un anti-système, vraiment. Bon, j'ai failli me décourager parce que quand vous avez des gens à l'intérieur qui disent mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, c'est pas du journalisme, ça. C'est... Bon, après, j'ai dit que non. Le peu que j'ai appris, je sais qu'il y a le style satirique, mais comme on est dans les genres journalistiques, il y a le biais justement qui allie la satire et l'humour. Donc je vais plus me concentrer dans ça, je vais étudier, je vais davantage accentuer mes connaissances là-dedans et je veux me spécialiser parce que je disais que si je vais à la télé, parce que j'avais eu des propositions d'aller à la télé, même à l'époque de Francis Bonga, n'est pas fait ici, mais je disais que si je vais pas faire comme tout le monde. Il faut que j'aille à la télévision et que je puisse me démarquer de quelque chose. Je veux pas être le journaliste où tout va bien, bref, des journalistes des colloques, des journalistes des séminaires, des comptes rendus plats. J'ai dit non, moi, c'est pour ça que avoir une part d'originalité. Oui, je voulais mettre quelque chose d'original, un peu un truc au popoli que je lis beaucoup. Mais le gros challenge ici était de comment je prends le popoli et le transformer dans un style audiovisuel. Parce que vous voyez toute la presse satirique dans le monde, vous verrez que c'est dans la presse écrite. Même le Canard enchaîné, même Charlie Hebdo, c'est plus dans la presse écrite. Donc, comment je fais donc pour transcender ça dans l'audiovisuel? C'est sur ça que j'ai travaillé, j'ai commencé. Au début, c'était pas trop ça, mais avec le temps, j'ai insisté. Et je suis content aujourd'hui que les gens ont fini par apprécier et ne s'en lassent plus. Effectivement. Bon, il y avait tellement de questions, on va également prendre cette autre question dans l'auditeur. Est-ce que ça t'a pas apporté des problèmes également? Peut-être des représailles au regard de ce que tu dénonces, de ce que tu dis également dans tes reportages? Oui, j'ai déjà géré beaucoup de retours. Beaucoup. J'ai déjà été séquestré dans des endroits. J'ai eu des menaces de mort, des menaces de prison. Vous savez, quand on fait dans ce genre de choses, on ne peut pas échapper à ça. Quand vous dénoncez certaines choses. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai dit des choses sans les dire. Donc, c'est très compliqué pour les gens de me faire un procès. Quand j'ai, par exemple, réalisé le reportage à l'université de Soie, j'ai signé un engagement là-bas où je ne devais pas parler de l'université. Où on m'avait pratiquement dit que non, tu ne sors pas d'ici si tu dis que tu ne parles pas de l'université et tout. Donc, parce qu'on me menaçait justement de procès au cas où je prononce, c'est l'élément qui concerne l'université. Bon, donc des choses comme ça. J'ai été retenu pendant 2 jours dans une brousse. Donc j'ai connu des retours, comme on dit au quartier. Ça ne te décourage pas? Non, parce que quand vous voulez marquer l'histoire, quand vous voulez marquer quelque chose, vous vous dites qu'il y a le revers de la médaille dans toute chose. Vous vous dites forcément, bon, gars, là où tu es, parce que parfois je suis chez moi, je me dis, mais moi-même je suis entré dans une affaire qui me dépasse. Donc, oui, parce que parfois quand je fais 2 ou 3 jours sans faire un grand reportage, toute la maison est en branle, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a peur? Même le grand patron m'appelle pour me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc, du coup, je suis obligé d'être en forme tous les jours. Je suis obligé de chercher là où il y a les problèmes. Je suis obligé. Donc, aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus faire marche arrière. Donc, comme je dis toujours, si ça rame, comme je dis à la rédaction, c'est que c'était mon tour. Luxandra. Alors, Raoul, tout à l'heure, tu as évoqué la satire. Il faut dire que le 20 octobre 2021, sur ta page Facebook, tu as dit:
La satire a toujours été un journalisme à risque. Charlie Hebdo en sait quelque chose. J'ai déjà essuyé toutes sortes d'injures depuis hier, mais on fait avec. On va faire avec. Là, c'était après le reportage sur les benguistes. Voilà. Alors, comment est-ce que tu fais pour surmonter toutes les difficultés, toutes les injures que tu reçois au quotidien? Disons que généralement, ce sont des amis qui me transfèrent les injures. C'est-à-dire que celles qui recopient sur Facebook me les transfèrent. Parce que, justement, j'ai appris à ne pas trop regarder ce que les gens disent. Même si, je dois vous avouer que beaucoup de commentaires m'ont inspiré les reportages. Le reportage sur les gigolos, c'est un commentaire d'un internaute qui me l'a inspiré. Donc, du coup, il y a des gens qui commentent, même s'ils sont virulents. Mais dans leur virulence, je réussis à tirer un sujet qui peut m'intéresser. J'ai eu des reportages comme ça que j'ai fait parce que un internaute a commenté, il a été très dur. Donc du coup, bon, maintenant, des injures, on fait avec, mais on ne peut pas faire l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui apprécient, il y en a qui insultent. Moi, sur ma page, je ne bloque personne, je ne filtre aucun message, je laisse que tout le monde, d'ailleurs, je ne réponds presque jamais, je laisse que tout le monde dise ce qu'ils veulent, dise ce qu'il veut, et puis, donc, c'est ça en fait, parce que juste après ce reportage, j'ai reçu des tonnes de messages. Des benguistes qui m'insultaient, me disaient tu n'as même pas de passeport, tu n'as jamais été. Donc, j'ai compris que c'est le style que j'ai choisi. Et comme je disais tout à l'heure, le jour c'est ton tour, c'est ton tour. Pour le moment, on va dire que Dieu encore, il est toujours. J'espère que ça sera ainsi jusqu'à la fin. Il est amour. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.